Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. L'actualité oblige. Depuis quelques jours, vous constatez qu'il y a tout de même cette jeunesse qui s'exprime à la suite de la désignation du candidat de la mouvance parlementaire et présidentielle pour les élections générales, notamment pour la présidentielle de 2026. Notre invité d'aujourd'hui a plaidé déjà pour le positionnement des jeunes au travers de son livre lancé il y a quelques semaines seulement. Et vous avez suivi d'ailleurs le compte rendu dans notre édition du soir. Et c'est avec bonheur que nous retrouverons Serge Defodji. Il est auteur et il est également acteur politique. Serge Defodji, bonsoir. Bonsoir, M. Ongoui. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui en suis honoré. Très bien. Vous avez mis à la disposition du peuple béninois un ouvrage dont la thématique est bien au-delà d'une teneur, parce que c'est bien évocateur. Vous pouvez rappeler à nos internautes et à nos téléspectateurs la thématique que vous avez développée dans ce livre. Oui, dans cet ouvrage, nous avons décidé d'étendre notre regard sur le positionnement des jeunes par les partis politiques, mais pas un regard littéraire comme nous en avons l'habitude. On a essayé d'étendre un regard scientifique sur la question pour pouvoir apporter des pistes de solutions à ce positionnement déficitaire que nous remarquons depuis un certain temps dans notre pays. Très bien. Il y a, on pourrait quand même remarquer dans l'arène politique, surtout du Bénin, qu'il y a très peu d'acteurs politiques qui écrivent. Et ceux qui écrivent d'ailleurs, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'expérience, mais ce sont des personnes âgées, plus âgées, peut-être au soir de leur vie, qui mettent à la disposition du public un ouvrage ou des ouvrages. Mais vous, très jeune, vous avez décidé d'écrire. Qu'est-ce qui a motivé justement cette décision? Jeune, j'ai décidé d'emboîter les pas aux aînés sur la question et à travers cet essai. Parce que j'ai peut-être commencé la politique. Je suis venu sur la scène politique très jeune. Je cumule à ce jour plus d'une dizaine d'années d'expérience politique. Et donc, des choses que j'ai observées, des leçons que je tire au quotidien, des expériences acquises. Je me suis dit, au-delà des débats que nous faisons autour de la question du positionnement, où on tire à boulet rouge sur peut-être nos aînés à tort ou à raison, je me suis dit, il faut aller au-delà. Et en tant que jeune qui est passionné par la recherche, je me suis dit, il faut étendre un regard assez pointu sur la question pour pouvoir proposer véritablement des perspectives qui pourront nous aider quand même à améliorer le positionnement des jeunes, le criant positionnement des jeunes que nous remarquons depuis un certain temps dans notre pays. Très bien. Le positionnement des jeunes, pour vous, reste un défi pour le Bénin? Honnêtement, ça reste un défi pour le Bénin. Lorsque nous faisons les recherches dans le cadre de la rédaction de cette réflexion, on a découvert quand même beaucoup. On a découvert que sur le landerneau politique national, depuis les temps coloniaux à nos jours, il y a des jeunes, il y a des figures qui se sont toujours démarquées et qui ont su marquer l'histoire de notre pays. Mais lorsqu'on parle de la représentativité, lorsqu'on parle du pourcentage de la représentativité juvénile au sein des instances de décision, cela a toujours stagné autour de 5%. 5% en moyenne, à portion purement marginale, voilà, en ce qui concerne le positionnement de ces jeunes-là. À l'exception, nous revenons souvent là-dessus, de la période révolutionnaire où les membres de la quasi-totalité, ou presque tous les membres du gouvernement révolutionnaire avaient moins de 40 ans.
avec moins de 40 ans, toutes les autres périodes, là, il y a une difficulté remarquable. Donc, on peut, ce qui m'amène d'ailleurs à me poser souvent une question. Je l'avais posée le jour du lancement de l'ouvrage. Oui. C'est que, qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que c'est parce que dans le débat, nous suivons les aînés, il est très facile de dire que les jeunes sont pressés, oui. Très facile de trouver qu'ils sont sous-formés ou qu'ils ne sont pas du tout formés. Qu'ils sont non qualifiés, ils n'ont pas de qualification. Ils n'ont pas les compétences qu'il faut, ils n'ont pas le savoir-faire, ils n'ont pas le savoir-vivre, il manque. Parfois, on se doit même si... ils leur reprochent même leur dynamisme. Ils leur reprochent même leur dynamisme. Mais la réponse à cette question, c'est qu'en matière de formation, nous avons des jeunes qui remplissent toutes les étapes, si on peut le dire ainsi. En matière de compétences, nous en avons. Exemple, actuellement, nous parlons avec beaucoup de fierté du ministre d'État, le futur ministre du Bénin, Romuald Wadaï. C'est une figure jeune, que veuille ou non. C'est vrai que d'aucuns diront que la jeunesse s'arrête à 45 ans. Nous, dans notre ouvrage, on a poussé la jeunesse jusqu'à 40 ans en se référant au constitution béninois qui a trouvé qu'il fallait avoir 40 ans avant d'aller aux élections. À l'élection présidentielle, on a supposé que c'est un âge vraiment de maturité. Mais on peut concéder que la jeunesse, ça va au-delà. Ça va au-delà. Depuis le renouveau démocratique à ce jour, nous n'avons pas encore eu un candidat qui a eu, je ne veux pas dire candidat, bon, je veux dire les potentiels candidats véritablement, des candidatures assez sérieuses et assez soutenues par l'ensemble de la classe politique qui a eu cet âge-là. Parce qu'il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le candidat de la mouvance, on y reviendra d'ailleurs, il a 49 ans. Il a 49 ans justement, bon, moins de 50 ans. Oui. Moins de 50 ans, pour moi, c'est quand même un profil juvénile. Et puis en 2016, quand il est entré au gouvernement, il n'avait que 40 ans. Il n'avait que 40 ans. Et il y a tous les jeunes presque qui avaient moins de 40 ans dans ce gouvernement étaient des jeunes très compétents. Si je laisse le ministre Wadaï, je prends par exemple la dame Aurélie Adam Soulé. Oui. Tout le monde sait le travail qu'elle a bas à la tête de son ministère. Donc, cela a payé. Ce que nous disons a payé. Ça montre que dans nos rangs, dans le rang de la jeune génération, si on peut le dire ainsi, il y a des gens qui ont toutes les compétences requises pour assurer les plus hautes fonctions possibles. Et donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui pour ne pas positionner les jeunes. Il n'y a pas de raison véritable pour ne pas positionner les jeunes d'une certaine manière. Cependant, nous ne faisons pas un réquisitoire à l'endroit des aînés, pas du tout. C'est pour ça que nous avons même décidé de faire cette réflexion-là. Cette réflexion nous a permis, c'est un scanner de ce qui se passe, qui nous a permis de savoir aussi ce que nous-mêmes, nous devrions faire pour être davantage compétitifs sur le landerneau politique national. Très bien. En tout cas, en feuilletant votre ouvrage, on pourra quand même constater que vous avez quand même fait des recherches assez pointues quand on sait ce que vous avez questionné l'histoire, ces figures emblématiques de la politique béninoise aujourd'hui. Vous avez retracé un peu leur début et vous avez montré combien de fois ils étaient jeunes quand ils participaient à la construction de ce pays. J'en veux pour preuve donc l'ancien ministre Lazare Sekweto et bien d'autres que vous avez quand même cités dans votre ouvrage. Tout à fait. J'ai dit depuis les temps coloniaux à nos jours, il n'y a pas que Lazare Sekweto du renouveau démocratique, il y a Lazare Patompa aussi qui s'est démarqué à l'époque. Si on vient même dans la première lueur de l'indépendance, nous pouvons voir le jeune ministre Albert Evoizere, qui est une figure marquante dans notre histoire politique et aussi histoire d'écriture. Quelqu'un qui a laissé beaucoup d'ouvrages. Qui a laissé beaucoup d'ouvrages en héritage pour nous autres de la nouvelle génération. Et bien avant cela, j'ai fait remarquer même dans mon ouvrage que le père du ministre d'État Abdoulaye Biocharé, il était dans le gouvernement précolonial
Et il n'avait pas 40 ans à l'époque. Et très compétent. Et très compétent. Donc, nous connaissons tous l'histoire et puis c'est carrément génétique. Nous voyons que c'est cette voie-là que son fils aussi a pris. Et en fait, vous voulez dire que ça se transmet de père en fils? Ce n'est pas forcément ce que je veux dire, mais je veux dire que quand le gène est là et que vous éduquez vos enfants par rapport à ça, ça peut être aussi le cas. Très bien. Voilà. Cet ouvrage, quel écho cela a quand même reçu aujourd'hui? Je vais dire un assentiment général satisfaisant parce que les jeunes ont très bien accueilli et les gouvernants aussi. Parce que j'ai eu l'occasion de remettre, je l'avais dit, hein, je ne le prends pas comme un ouvrage de plaisir, c'est un plaidoyer carrément que nous adressons à l'endroit des gouvernants, à l'endroit des partis politiques. Et à l'endroit des jeunes, nous le voyons un peu comme un guide qui pourra les aider à être plus compétitifs. Donc c'est dans cet élan-là qu'au détour de la rencontre que nous avions eue avec le chef de l'État au Parlement, j'ai pu remettre personnellement l'ouvrage au chef de l'État, qui l'a accueilli avec gaieté et qui a promis prendre connaissance de ça et bon, ayant tenu compte assez certainement. On peut même en être heureux aujourd'hui et dire qu'il a tenu compte de ça, peut-être. Oui, on n'a pas l'outrecuidance de dire que c'est seulement notre ouvrage qui a été le déclic, mais on peut être à mesure de dire que ça a contribué quand même à quelque chose. Et nous voudrions que cette dynamique-là puisse continuer. Très bien. Et aussi au niveau des partis politiques, afin que les élections législatives et communales à venir, qu'on puisse véritablement faire confiance en la jeunesse, celle-là qui est prête à relever le défi qui leur sera imposé. Très bien. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce qui se passe dans les partis politiques, c'est vrai, vous êtes acteur politique, vous êtes membre du Bloc républicain, quand vous voyez un peu ce qui se passe dans les partis politiques, tant de la mouvance présidentielle que de l'opposition, est-ce que vous voyez que les jeunes sont sollicités ou sont associés à la chose politique? La chose politique est, je veux dire, est animée par les jeunes. Quand il s'agit de la mobilisation, on fait appel aux jeunes. Quand il s'agit même de communiquer pour les partis politiques, ce sont les jeunes. Je pense que les partis font suffisamment confiance en la jeunesse pour certains rôles. Pour certains rôles? Pour certains rôles. Ce n'est pas les rôles que vous souhaitez? Non, il faut commencer par quelque part. Je pense qu'il faut faire ses armes, il faut apprendre aux côtés des aînés. C'est ce que nous faisons en travaillant comme bénévoles dans certaines positions au sein des partis politiques. Il faut se faire former. Et ça fait partie des processus que nous avons recommandés à travers notre opuscule. Donc, c'est déjà ça. Maintenant, on voudrait qu'on ne se limite pas à ces rôles-là. On voudrait qu'on ne nous limite plus au rôle de mobilisateur. J'ai envie de dire de vulgaire mobilisateur. Et après, on trouve que nous ne pouvons pas faire valoir nos compétences au-delà de la mobilisation. Dans nos rangs, il y a des gens qui détiennent des compétences avérées et pointues dans des domaines et ils pourront mettre ces compétences-là au service de notre pays. Ceci pour le développement, pour l'évolution, pour l'avancement du pays. Et c'est ce que nous réclamons. Quand nous réclamons le meilleur positionnement des jeunes, on ne vise pas à instaurer une génération spontanée. On prône une génération qui va apprendre au cours des années, mais qu'on puisse faire valoir davantage les compétences remarquables au sein de ces jeunesses-là. Très bien. En réalité, qu'attendez-vous des acteurs politiques, des hauts responsables des partis politiques, quand on sait que vous lancez tout de même cet ouvrage-là à quelques mois seulement des élections? Ce que nous attendons, c'est que notre plaidoyer puisse trouver écho auprès d'eux. Le plaidoyer voudrait qu'il y ait un meilleur positionnement des jeunes. On aimerait, nous faisons plus de 50% de la population béninoise.
Et donc, lorsqu'on parle de gouvernance, ça veut dire que ça concerne beaucoup plus nous, d'abord avant les autres. Donc, vous convenez avec moi qu'il sera bien si ça répond à des normes, si on associe davantage ceux qui sont concernés par les choses. Je me dis, je l'ai dit, actuellement, la jeunesse a l'énergie suffisante qu'il faut pour tenir, pour se rendre véritablement utile pour sa nation. Et il ne sera qu'un gâchis de ne pas, il sera un gâchis pour un pays de ne pas utiliser cette jeunesse-là. Très bien. Est-ce qu'il y a un quota pour vous, pour, par exemple, le positionnement des jeunes pour les législatives ou les communales, par exemple? Est-ce que pour vous, un quota minimum doit être atteint par les partis politiques? Bon, à ce jour, par exemple, en ce qui concerne mon parti politique, le Bloc républicain, dans nos statuts et règlements intérieurs, il est clairement dit que pour les positionnements, que le parti a l'obligation de mettre 30% de jeunes et 30% de femmes sur les différentes listes. Et en cela, le BL fait déjà beaucoup d'efforts là-dedans. Mais on aimerait que cela puisse aller au-delà de ça, pour que les jeunes puissent contribuer à ces séances-là. Moi, on n'invite pas les jeunes à la politique pour gagner d'argent, pour y gagner d'argent. On les invite pour contribuer à ce qui se fait dans leur pays. Et donc, si c'est dans cet esprit, on sait qu'ils ont l'énergie qu'il faut pour contribuer à quelque chose, il faut davantage les faire valoir. Et donc, à l'instar du BR, nous voudrions que ce soit le cas pour les autres partis qui sont sur la scène politique. Et au-delà encore de ces partis politiques-là, on voudrait qu'on aille beaucoup plus même dans la loi et que le législateur puisse réfléchir comme cela a été le cas pour les femmes. Nous demandons c'est qu'il y ait une discrimination positive également pour la chose qui porte beaucoup à confusion. Mais moi, j'explique souvent là-dessus. Lorsque nous sommes dans un système de déséquilibre, nous sommes dans un déséquilibre remarquable. Ici, on est tous d'accord que les jeunes sont en sous-positionnement. Et lorsque cette situation-là se pose, on ne fait pas recours aux règles de l'égalité pour apporter des solutions à ces déséquilibres-là. Donc, pour moi, il faut un peu de l'équité. Et l'équité nous voudrait parce que l'égalité d'abord, l'égalité fait que le riche demeure riche et le pauvre demeure pauvre. L'égalité fera que les plus forts des partis politiques qui réunissent tout, qui n'ont pas de soucis peut-être de compétences, de formation, d'expérience et tout, ils vont demeurer forts, si on veut miser sur l'égalité, demeurer forts, très forts, peut-être surpuissants, alors que les jeunes seront davantage faibles. Et donc, dans ça, il faut alors créer des mécanismes pouvant permettre aux jeunes d'être positionnés en répondant à l'esprit de l'équité. Donc l'équité, en ce moment-là, demande qu'on essaie de faire des discriminations politiques, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça, pour permettre aux jeunes de remonter un peu dans le pourcentage. Et c'est ce que, au-delà donc du plaidoyer que nous faisons à l'endroit des partis politiques, à l'endroit des gouvernants, que les députés qui seront élus en 2026, ou même ceux qui sont encore là, s'ils ont la possibilité d'instaurer ce quota-là aussi pour les jeunes. Et ça, c'est qu'on puisse constater qu'actuellement, il n'y a pas de déséquilibre. Et en ce moment-là, on peut revenir à la normale, on peut demander à tout le monde d'aller compétir. Mais pour l'instant, si on le fait, ce n'est pas prime à l'incompétence. Je voudrais même revenir, si vous voulez, faire une parenthèse sur ceux qui critiquent souvent la distinction positive faite aux femmes. Parce que, bon, la loi elle-même n'a pas de souci. Bon, certains estiment que c'est des facilités. Est-ce que ce n'est pas des facilités qui sont Moi, je ne trouve pas ça comme une facilité. C'est une solution trouvée pour régler un mal remarquable de la société. Et moi, je dis, la loi en elle-même n'a aucun souci.
La loi n'a pas de souci. C'est l'application de la loi qui est le souci. Mais lorsque la loi dit qu'il faut instaurer une discrimination positive, vous avez la possibilité alors de faire ci et de faire ça. Et lui, en lieu et place, au lieu de promouvoir des femmes vraiment qui méritent que nous voyons, vous allez chercher d'autres personnes pour les présenter. On dira ce qu'on dira. Je ne veux pas donner des exemples. Parce qu'il y a des exemples. Il y a des femmes qui auraient pu être à l'Assemblée nationale et nous allons entendre leur voix. Mais ils n'ont pas eu la chance d'être positionnés. Et donc, le problème, ce n'est pas la loi. Mais comment on fait pour que dans l'application, qu'on puisse tenir compte d'un certain nombre de critères, et surtout des critères de compétence, des critères de militantisme, de dynamisme au sein des partis politiques. Très bien. Voilà. Serge Defogui, on en vient maintenant à cette désignation de la mouvance présidentielle. Votre parti politique l'a d'ailleurs fait et cela conforte un peu ce que vous avez toujours voulu au travers déjà de votre ouvrage. Le Bloc républicain fait partie de ces deux plus grands partis politiques qui ont désigné tout de même Robiat Ouaddaï, ministre d'État en charge donc, de l'économie et des finances. Déjà, en quoi c'est un bon candidat? Merci déjà pour la question. Le Bloc républicain est le premier à avoir déniché le candidat et a annoncé publiquement que c'est son candidat. Le Bloc républicain a été heureux de l'accueillir au siège hier. Et j'ai eu l'occasion de lui transmettre personnellement mes mots de félicitations parce que c'est d'abord une joie personnelle pour moi qui suis en train de faire un travail pour le positionnement des jeunes. Et nous n'allons pas espérer mieux que ce qu'on nous a proposé là. Ouaddaï, Romuald est le meilleur profil. Nous ne le disons pas, nous le pensons réellement. Nous le pensons parce qu'il a pris le temps de nous démontrer ce dont il est capable. Ceci depuis 2016 à aujourd'hui, nous questionnons les résultats qu'il a enregistrés à la tête de son ministère. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Et même au-delà de notre pays, il a été plusieurs fois meilleur ministre des Finances de la sous-région, plusieurs fois. Quelqu'un comme ça, je pense que si nous ne lui reconnaissons pas ce qu'il vaut, nous ne lui reconnaissons pas ce qu'il est à même encore d'apporter davantage pour notre pays dans les jours à venir, je crois que ça va être un gros gâchis et le Bénin va peut-être en regretter demain. Très bien. Et donc c'est un bon candidat pour la mouvance présidentielle? Absolument. Vous savez, depuis l'annonce de sa candidature, vous auriez constaté avec moi qu'il y a plus de position, de couleur politique dans l'animation de la vie politique. Quand on voit tout le monde valider la candidature, qu'on soit de l'opposition de la mouvance, on sait que c'est le choix de l'unité, c'est le choix de logique, c'est le choix de raison, soutenu par l'ancien président M. Fodé de Rissoglo, par le bâtonnier, l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, par les hauts cadres, les présidents Bruno Amoussou. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un député du Parti Les Démocrates qui, à travers une lettre officielle, a adressé ses félicitations à notre candidat. Ça ne suffit pas pour être élu, tout de même. Et il lui a dit, non mais il y a quand même une phrase évocatrice qui dit vous êtes aussi mon candidat. Donc, ce sur quoi nous sommes unanimes aujourd'hui, c'est que c'est le meilleur profil qu'il faut pour notre pays, pour l'élection présidentielle de 2026. Et là, ça bouleverse les calculs. Est-ce que pour vous qui vous battez pour le positionnement des jeunes, est-ce que vous souhaitez également dans le camp
de l'opposition, puisque l'opposition a également l'opportunité d'avoir deux candidats, un duo candidat pour la présidentielle de 2026. Est-ce que vous souhaitez également que la réponse soit le positionnement d'un jeune, d'un duo, peut-être où le porteur de ce duo-là soit un jeune? Ce que nous réclamons, c'est un meilleur positionnement des jeunes. Et nous nous adressons à tous les partis politiques sans exception. Donc, nous pensons que la dynamique là doit continuer dans toutes les formations politiques. Très bien. Et quels sont les enjeux aujourd'hui pour les jeunes, surtout pour les élections à venir? Les enjeux, c'est que les jeunes puissent démontrer qu'ils peuvent être solidaires, qu'on peut avoir confiance en eux, qu'on peut leur confier des responsabilités. Et cela va se remarquer à travers les résultats que nous allons enregistrer. Parce que si notre plaidoyer trouve écho et que les jeunes là sont positionnés sur les différentes listes, les communales, les législatives, nous avons déjà vu pour l'élection présidentielle. Et nous allons travailler pour qu'il y ait un chaos retentissant. Et ce sera le cas. 2026, pour le président Romuald Wadaï, la jeunesse va faire le travail. Quand moi j'ai sillonné, depuis l'annonce des élections, des gens, des figures fortes même de l'opposition, qui je dis, mais les gens nous ont eu. Si c'est Romuald, nous allons le soutenir. Bon, on n'est pas encore dans la campagne. Donc, le chaos ne sera pas prononcé. Donc je me dis que c'est cela, c'est la solidarité entre jeunes qui doit nous amener à enregistrer des résultats probants. Très bien. Lequel, c'est que nous aurons assez de députés à l'Assemblée nationale, assez de députés, je veux dire de maires, de conseillers, au niveau de nos conseils communaux, etc. Très bien. Merci beaucoup à vous, Seyd Defogui. Nous sommes au terme donc de nos échanges. Quel est votre mot de fin? Alors, ça passe très vite alors. Mon mot de fin, je voudrais dire à mes pères jeunes de continuer par faire ce qu'ils ont l'habitude de faire au sein de leurs différentes formations politiques, de se rendre disponibles et surtout de se procurer de notre ouvrage et remplir surtout les recommandations que nous avons eu à faire dans cet ouvrage-là, afin que nous soyons suffisamment positionnés et pour redorer davantage le blason de notre pays à l'horizon à partir de 2026. Très bien. Le défi du positionnement des jeunes dans les partis politiques. C'est le défi là que nous allons relever à travers les élections à venir. Et surtout, on n'a pas le choix que de travailler pour démontrer que si on nous fait confiance, on doit mériter cette confiance-là. Très bien. Merci beaucoup à vous, Seyd Defogui, acteur politique. Vous êtes auteur, puisque nous vous recevons avec cette double casquette, acteur politique et auteur également. Merci donc à vous, chers amis téléspectateurs de Matin Libre Télévision, de nous avoir reçus. Et donc, c'est la fin de nos échanges. On va se retrouver très incessamment sur MLTV. D'ici à la portée-vous bien agréable. Suite à chacun et à tous.